savez maintenant, un temps fort encore, il n'y a que des temps forts pendant ce forum des entrepreneurs. Il est venu spécialement pour vous, à Marseille. Il est venu pour le forum des entrepreneurs. Il va échanger avec Philippe Corsia, le président de l'UPE 13. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir le président de la région Île-de-France, Xavier Bertrand, qui nous rejoint sur scène avec Philippe Corsia. Tu me confirmes que c'est Hauts-de-France? Oui, parce que si vous dites Île-de-France au lieu de Hauts-de-France, ça va me donner l'idée, non pas de fusionner, mais peut-être d'un ticket. Donc si vous commencez à me mettre des idées dans la tête... Président, bonjour, ravi de vous accueillir ici, à Marseille, au forum de l'UPE 13, au forum des entrepreneurs. Vous êtes arrivé, le soleil est revenu. Je sais que vous êtes un habitué du forum. Je sais également que vous aimez beaucoup notre territoire. Et je sais que vous avez un président de région Hauts-de-France très écouté et très faiseur, comme on dit. Alors moi, d'abord, j'ai une première question, parce qu'on a échangé tout à l'heure. C'est quoi pour vous l'engagement? Vous qui êtes un ancien chef d'entreprise, c'est quoi l'engagement? Tout d'abord, juste un mot pour vous remercier de cette invitation. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu à l'université de l'UPE 13. J'avais pour habitude de venir à Kedge. C'était un peu plus loin, au bout du monde diront certains, mais donc c'est vrai qu'au Vélodrome, un relief particulier. Et j'étais, je crois, voilà 10 jours avec mon ami Thierry, ici dans ces tribunes, face à Bordeaux. Et là, de m'y retrouver, si peu de temps après, fait plaisir. Et puis je retrouve le soleil que j'avais ce matin dans les Hauts-de-France. Excusez-moi pour ce clin d'œil, mais c'est la stricte vérité quand même. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. J'en suis intimement convaincu. J'ai été entrepreneur pendant près de 12 ans. Et c'est vrai que je pense que la politique doit s'inspirer du monde de l'entreprise. Et notamment pour une chose, l'obligation de résultat. L'obligation de résultat. J'étais assureur, et quand pour des raisons X ou Y, notamment parce que je faisais de la politique, je n'avais pas tout à fait les résultats que j'aurais dû avoir. J'avais moins travaillé pour mon cabinet d'assurance. J'avais notamment les gens de la compagnie qui venaient me voir. On avait beau discuter politique, ça les intéressait. J'avais beau leur offrir un bon gueuleton, ça ne changeait pas mes résultats. Et je pense que la crise de la politique repose aujourd'hui beaucoup sur l'absence de résultats. Il ne faut pas que ça en politique. Il faut une vision, une éthique, mais il faut des résultats. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de voir autant d'abstention, parce que dans n'importe quelle entreprise, avec les résultats qu'a un pays comme le nôtre, dans n'importe quelle entreprise, les dirigeants seraient virés. Donc clairement, cette obligation de résultat, elle s'impose à tous. Et sur la question de l'engagement, pourquoi je me suis engagé en politique? Pourquoi aujourd'hui j'ai un autre engagement? Je ne sais pas si on y reviendra plus directement. C'est parce que je pense qu'il y a urgence. Il y a à la fois une formidable résilience, et le monde économique en est un exemple. Monde économique, d'ailleurs, vous l'avez vu, qui n'a pas été ciblé, qui n'a pas été pointé du doigt au moment de la crise des Gilets jaunes. Un monde économique qui a su s'adapter, notamment pendant la crise Covid, mais un monde économique qui a aujourd'hui besoin qu'on lui desserre le frein à main. C'est ce que j'essaye de faire dans ma région, et c'est ce que j'ai clairement en tête dans le cadre du projet que je porterai dans les mois qui viennent. Donc pour s'engager, c'est maintenant ou jamais. On a souvent entendu que les élections sont les élections de la dernière chance, mais on arrive à un moment, Philippe, si les chefs d'entreprise qui sont là, qui auront toujours envie d'entreprendre, ont toujours faim, mais le jour où vous vous dites prendre un nouveau marché, c'est beaucoup d'efforts. S'implanter ou s'étendre, c'est le parcours du combattant. Recruter, c'est mission impossible. Le jour où vous vous dites je me contente de ce que j'ai aujourd'hui, la France est en 2e division. Et je le dis ici, la vocation d'un pays comme la France, comme l'OM, c'est pas d'être en 2e division, c'est de jouer la Ligue des Champions. Très bien. On s'est rendu compte pendant cette crise qu'on avait besoin d'agilité, on avait besoin de rapidité, on avait besoin d'être tout de suite prêt pour l'affronter, cette crise. Et on s'est rendu compte que les territoires, les régions ont joué un rôle essentiel, et on n'a pas forcément attendu de l'État pour créer des synergies et pour répondre à cette crise économique et sanitaire. Comment vous voyez les choses, vous, sur le futur, dans le futur? Alors je vais saisir la perche qui m'est tendue. Aujourd'hui, ici? D'accord. C'est vrai que j'aime bien pouvoir voir tout le monde, et Philippe et les personnes qui sont présentes. Le centralisme aujourd'hui, le centralisme national, le centralisme parisien, c'est un cadavre.
et un cadavre qui nous encombre. J'ai le sentiment parfois qu'il n'y a que nous, en province, qui nous rendons compte de cette réalité aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'expérience qui était la mienne, j'ai été ministre pendant cette année. Je suis président de région depuis maintenant 6 ans. Je pense qu'il faut un nouveau projet de société. Et ce nouveau projet de société, c'est ce que j'appelle la République des territoires. C'est-à-dire que je veux que l'on transfère les pouvoirs pour tout ce qui concerne notre vie quotidienne dans les territoires. Que ce soit au monde des élus locaux, que ce soit également aux représentants de l'État dans les territoires, et que ce soit aussi au monde économique avec un principe. Et si on faisait confiance? Les politiques demandent toujours la confiance, mais les politiques ne font pas confiance. Enfin, au niveau national, on ne fait pas confiance. C'est-à-dire que dans l'organisation qui est la mienne, l'État s'occupe bel et bien des fonctions régaliennes, la sécurité, la justice, la reprise en main de notre politique migratoire, la lutte contre le terrorisme islamique, la défense, la diplomatie. On veille également à ce qu'en matière d'éducation, il n'y ait pas une qualité différente d'une région à une autre, que les soins de santé soient remboursés de la même façon. Et pour tout le reste, allez, on transfère. On transfère aux élus locaux les pouvoirs. Expliquez-moi pourquoi en matière de santé, le pilotage ne revient pas aux élus locaux. Expliquez-moi pourquoi en matière de formation des demandeurs d'emploi dans la région des Hauts-de-France, 80% des formations, c'est la région qui les fait, mais il y en a quand même Pôle emploi qui en fait 20%. Ce ne serait pas plus simple de tout regrouper la formation professionnelle? On a les services de l'État en matière économique qui aujourd'hui sont réduits comme peau de chagrin. Et si on transférait tout, notamment aux régions, qui, elles, travailleraient main dans la main, comme ça a été le cas pendant la crise, avez raison, avec notamment le monde économique. Mais je vais plus loin. C'est que je souhaite que plutôt que ce soit des directeurs d'administration centrale, de ministères qui aient le pouvoir, on le transfère aux préfets. Les préfets, pour moi, sont les représentants de l'État qui connaissent le mieux le monde de l'entreprise. Et mon exemple, c'est qu'un préfet puisse adapter la loi, les règlements, si c'est notamment pour favoriser une implantation économique. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des préfets qui n'ont pas hésité, parfois à bousculer l'administration, parce que l'enjeu, c'était la création de centaines d'emplois. Et donc, les préfets puissent adapter la loi sur l'eau, qu'ils puissent adapter la réglementation pour pouvoir faciliter l'implantation. Je peux prendre un exemple. Quand je suis arrivé à la tête de la région, je me suis aperçu qu'en Belgique, il fallait 2 fois moins de temps pour implanter une entreprise. La météo n'y est pour rien, et l'accent belge non plus. Et donc, j'ai voulu que l'on rattrape ce retard. Et pas plus tard qu'hier, Philippe, pour implanter une entreprise dans la région des Hauts-de-France, j'ai signé quelque chose qui s'appelle un contrat d'implantation. C'est-à-dire que les collectivités et l'État, nous nous engageons par contrat sur le délai maximum pour l'implantation. Toutes les procédures, ICPE et autres, toutes les procédures sont regroupées et je suis arrivé aujourd'hui au même niveau que la Belgique et notamment que l'Allemagne. Mais ce que je veux pour les grandes implantations, je le veux tous les jours. Implantation, extension. Ce que je veux, et ce qu'on réussit à faire dans les Hauts-de-France, mais ce que je veux faire partout, c'est qu'on remplace le parcours du combattant pour s'implanter par un tapis rouge. Et c'est vraiment pas impossible. Si les décisions sont plus prises là-haut. Mais, excusez-moi, M. Bertrand, vous savez, j'ai préféré, Xavier, poser moi-même les questions parce que je suis sur le terrain, plus qu'un journaliste habitué, parce que malheureusement, j'ai beaucoup entendu ça, toujours en campagne présidentielle, j'ai toujours entendu beaucoup d'intentions, on va le faire, on va se libérer de cette administration, le pouvoir au territoire, mais on n'y arrive pas, parce que c'est une chape de plomb, parce qu'il y a Bercy, parce que... Comment faire? Vous allez vous mettre l'administration fiscale, sociale à dos? Comment est-ce possible, ça? Comment est-ce possible de redonner tout le pouvoir au territoire? Mais ou une grande partie, sauf le pouvoir régalien? C'est vrai que j'ai entendu ça moi-même à différentes reprises. J'étais chef d'entreprise, on me disait... On va simplifier la fiche de paye. Oh, le résultat, c'est qu'il y avait des lignes en plus. Bon. Et je ne vais pas vous faire celui qui est plus intelligent que les autres. Je ne vais pas vous faire celui qui va vous dire « mais moi, j'ai plus de volonté que les autres ». C'est un changement en profondeur. Et donc, c'est de vider les compétences des ministères pour les transférer dans les territoires. Philippe. Combien de ministres? Si vous êtes élu président de la République, combien de ministres? Je ne me suis pas posé la question du périmètre, clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a 40, 45, dont certains sont inconnus aujourd'hui. Ce n'est pas un mauvais procès que je leur fais, ça a toujours été le cas par le passé. Mais des vrais ministres, et pas aujourd'hui avec des cabinets avec très peu de personnes. Tout ça, c'est du gadget, parce que
La responsabilité politique, elle ne se délègue pas, elle ne se partage pas, elle est politique. Et donc je veux des véritables politiques, avec une feuille de route. Je pense pour ma part que dans un pays comme le nôtre, il faut arrêter de proposer 100 trucs. Il faut s'en tenir à des vraies priorités. La priorité que nous avons aujourd'hui, c'est de rétablir l'autorité et la sécurité, de mettre fin au désordre. La deuxième priorité, Philippe, c'est d'instaurer véritablement une société du travail. On en parle beaucoup, mais on n'est jamais allé au bout de l'exercice. Et l'autre, c'est mon projet de société avec la République des territoires. Prenez par exemple le logement, c'est plus à Paris ou à Bercy qu'on décidera où seront construits des logements. Le préfet aura justement cette délégation. Préfet de région, préfet de département. Hier, on a eu M. C'est un changement Macron. en profondeur. Hier, on a eu le président Macron qui a fait des annonces. J'ai vu ça. Voilà, il est là à côté. Mais pas qu'hier. Et il a fait 2 jours à Marseille parce qu'il adore Marseille, il adore les territoires. Et il disait justement, il faut que l'État soit là. Ça, pour adorer Marseille, c'est un point commun. On n'en a pas 36, mais ça, c'est un point commun. Voilà, voilà. Vous adorez tous les deux l'OM? C'est vrai. Donc, je vais vous dire pourquoi tout le monde dit l'OM. Parce que la tête de Basile, je suis sûr que c'est celle qui nous permet 5 ans plus tard de gagner la Coupe du Monde de foot. Parce qu'il y a un déclic qui s'est produit avec la victoire de l'OM de Bernard Tapie ce jour-là. Ben bravo. Et vous me faites plaisir parce que quand je suis revenu il y a 10 jours, j'ai même vu Basilou. Ah ben voilà. Vous avez été ministre de la Santé, ministre du Travail. Juste un éclairage. Que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire par l'État, par nos gouvernements et par notre ministre? Bon, écoutez, je ne vais pas faire l'opposant par principe. Chacun a pu se faire son opinion sur la gestion de la crise. La vérité, c'est qu'en matière économique, il y a eu des résultats beaucoup plus rapidement, tout simplement parce que Bruno Le Maire, au début de la crise, a décidé de bosser avec les collectivités locales, et principalement les régions. Renaud Muselier pourrait en porter témoignage. Quand l'État a voulu travailler seul au début, il y a toujours eu un temps de retard. Les masques, les tests et le tout début de la vaccination. Quand on a bossé tous ensemble, d'où l'idée des territoires, vous savez quoi ? Eh ben, on va beaucoup plus vite et ça marche bien mieux. Donc très clairement, sur tous ces sujets, quand on bosse ensemble, les choses changent. Mais pour ça, il faut faire confiance. Et donc vous êtes en train de dire que actuellement, les politiques, les décideurs ne font pas confiance au monde économique ou pas assez? Évidemment. Regardez la logique aujourd'hui de défiance qu'il y a. D'ailleurs, il y a des écoles, ça m'a toujours beaucoup marqué, une école notamment des impôts. On apprend que nous ne sommes pas des contribuables, nous sommes des redevables. Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit qu'il y a à notre égard. On a une loi pour permettre le droit à l'erreur. Ce serait bien d'avoir un devoir de confiance. Et d'autre part, encore une fois, je reviens à ce que je crois fondamentalement, c'est que nous devons passer d'une administration de contrôle à une administration qui accompagne. Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas un rêveur, mais c'est justement ce que je vais m'employer à bâtir, et j'aurai l'occasion de revenir ici à Marseille pour expliquer aux chefs d'entreprise dans les mois qui viennent, encore plus concrètement qu'aujourd'hui, avec plus de temps, comment je compte faire. Parce que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Alors les politiques servent à quelque chose ou pas? Bien sûr que oui, mais ils doivent créer l'écosystème favorable, permettre de créer de la valeur, créer de la richesse, permettre aussi de trouver le personnel nécessaire, de former, parce qu'on va être dans des années de transformation sans pareil. Mais il faut permettre transition des métiers, transition numérique, transition écologique, de vous permettre, vous, d'avoir toute l'agilité nécessaire. C'est ça l'enjeu des années qui viennent. Mais encore une fois, ça ne se décidera pas de là-haut. Vous avez raison, mais nous, si vous permettez, on ne fait plus confiance aux politiques. Je sais. Et le problème, c'est qu'on est seul, des fois, sur le terrain. On est seul à se battre, à essayer de faire avancer nos entreprises, à essayer de créer, comme vous le dites, de la valeur, de la richesse, pour créer ce cercle vertueux dans l'entreprise, création de richesse, création de valeur, création d'emplois. On voit une certaine désertification, si on veut, des populations qui veulent voter au niveau politique. Récemment encore, on a eu un exemple très précis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner confiance aux citoyens et aux entreprises et aux entrepreneurs pour aller vers les politiques, pour renouer cette confiance? Dites-moi, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un président de la République qui avait été entrepreneur? Emmanuel Macron a été banquier, François Hollande, je ne crois pas, et Jacques Chirac. Tiens, voilà un vrai changement alors. Jamais essayé quelqu'un qui a été entrepreneur, qui croit à la politique des résultats. Sauf que la France, ce n'est pas une entreprise. Parce que d'une certaine façon,
Tout le monde a accès à cette entreprise, les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, les gens qui habitent les métropoles et les gens qui habitent dans la ruralité. Mais une chose est certaine, c'est que la logique des résultats est essentielle. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, Philippe. Je sais que je suis le seul à pousser cela. Alors, dans certains cercles, dans certains salons, on me dit que j'ai fait une erreur en le disant. Je le pense sincèrement. Je suis candidat pour un mandat de 5 ans et c'est tout. Un mandat de 5 ans. Et à ceux qui me disent, mais on n'a pas le temps de faire les choses en 5 ans, si. Ce que vous ne lancez pas dans les 18 premiers mois, vous ne le lancez jamais. Mais le problème de la politique, c'est que dès que vous rentrez pour un mandat de 5 ans, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en faire 2, c'est de rester 10 ans. Et aussitôt, vos décisions sont mues par l'idée, est-ce que ça va compromettre ou pas ma réélection? Donc moi, je le dis très clairement, pourtant je ne suis pas d'un âge aussi avancé que cela, si je suis candidat, c'est pour un mandat unique de 5 ans et c'est pour faire, c'est pour agir. Et l'engagement, la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est un engagement pour faire et pour agir. Et pour redresser, pour relancer ce beau pays. Petite question politique, la primaire. Vous étiez toute politique depuis tout à l'heure. La primaire, certains disent que c'est, excusez-moi l'expression, un piège à con. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas de qui est l'expression, mais je pense que c'est aussi une machine à perdre, une machine à diviser. Et c'est l'une des raisons, pas la seule, pour laquelle je ne participerai pas à une primaire. Parce que je suis convaincu qu'une élection présidentielle, c'est une rencontre. Mais par contre, si vous avez quelqu'un issu des primaires et vous y allez seul, vous êtes sûr de perdre. Non, parce qu'il n'y aura qu'un candidat à la fin. Il n'y aura qu'un candidat à la fin parce que je crois aujourd'hui que le besoin de sécurité, le besoin de relance par le travail, le changement en profondeur, toutes ces idées-là sont des idées qui sont vraiment portées par la droite. Mais un vrai candidat de droite, pas un Canada Dry de la droite, un vrai candidat de droite. Et donc, très clairement, c'est d'une droite républicaine dont on a besoin, mais aussi d'une droite populaire. Je le dis, devant ici des chefs d'entreprise qui en ont conscience tout autant que moi, vous savez pertinemment que nous avons absolument besoin de vraiment avoir à nouveau la participation, la confiance des classes moyennes et des catégories populaires qui travaillent et qui veulent s'en sortir. Nombreux chefs d'entreprise, ici notamment mon ami Thierry m'avait fait rencontrer des chefs d'entreprise pendant l'été. Tout le monde m'a dit, on n'aurait pas la question salaire et charges, il n'y aurait pas ces questions de compétitivité. On a envie que nos salariés gagnent mieux. Et si les classes moyennes, les catégories populaires n'ont pas le sentiment qu'elles ont toute leur place dans ce beau pays, nous pouvons avoir à nouveau une crise comme celle des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes du début, sur des ronds-points qui n'ont jamais rien cassé, jamais rien, qui ne sont pas les massacrés et l'Arc de Triomphe, qui n'ont pas cassé, qui n'ont pas empêché les commerçants de travailler les week-ends. Ceux du tout début, qui ne sont pas restés dans la rue bien longtemps. Ceux-là nous disaient, quand on travaille et qu'on ne peut pas s'en sortir, ça ne peut pas continuer. Moi, ce message-là, je ne l'ai pas oublié. Et faisons attention aussi, je suis convaincu que nous n'avons pas le choix, que nous devons réussir cette révolution écologique. Mais il faut être capable de marier écologie et économie, écologie et niveau de vie, écologie et pouvoir d'achat. Et faisons très attention entre les zones de faible émission, où on va vous dire qu'avec votre vieille voiture qu'on vous avait conseillé d'acheter à l'époque, vous n'avez plus le droit d'aller dans le cœur des villes, eh bien faisons attention à ce qu'il n'y ait pas à un moment donné une rupture, encore une fois, avec ceux qui bossent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est toute la difficulté de la politique. Ce que vous venez de dire, c'est ce que prône Madame Hidalgo. Non. Moi, ce que je propose, c'est pas ce qu'elle prône. Non, mais justement, mais ce que vous dites d'éviter, c'est ce que demande Madame Hidalgo, qui est de gauche, qui peut créer une fracture sociale, puisqu'on si on n'a pas les moyens de renouveler sa voiture. Et pourtant, c'est une idée de gauche. Et ce que je trouve, moi, c'est que quand la droite est au pouvoir, elle fait une politique de gauche, et quand la gauche est au pouvoir, elle fait une politique de droite. Comment on arrive à gérer ce genre de choses? Parce qu'on est toujours dans un conflit permanent. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je vais me reposer. Autrement, je vous ramène avec moi dans les Hauts-de-France. Et vous passez un petit moment et vous verrez aussi ce qu'est une politique de droite, mais d'une droite populaire, où j'assume totalement le travail, la réussite, moins de fiscalité sur les entreprises dans ma région, de davantage les accompagner. Mais encore une fois, ce que je refuse par principe, c'est l'idéologie. Moi, je veux du bon sens. Je veux une idéologie, ça c'est pour les autres, moi je réclame du bon sens. Et une écologie populaire et de bon sens, excusez-moi de le dire, c'est faire le choix du nucléaire. Vous voulez une énergie décarbonée, alors c'est le nucléaire. Et on ne tergiverse pas. Et c'est pas un jour, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on y va. Et si les Français me font confiance, dès l'été prochain, je lancerai un nouveau projet de construction de réacteurs nucléaires parce que des centrales arriveront en fin de vie.
Et on ira plus loin encore sur l'hydrogène en ne laissant pas le lead européen à nos amis allemands. Je les adore, nos amis allemands, mais avec leur centrale à charbon, c'est pas seulement chez eux qu'ils polluent, hein, et ils ont demandé l'autorisation à personne. Je les adore, on a besoin de l'Europe, mais il serait temps aussi que nos amis allemands jouent vraiment le jeu. Là, vous vous démarquez fortement de l'idée générale que le nucléaire doit quand même disparaître à terme. Ah oui, ça pour moi, c'est jamais. Hein. Moi, vous savez, je préfère toujours annoncer la couleur. On dit souvent qu'en politique, on se tortille sur sa chaise, on le voit. Non, la ligne droite, c'est quand même la ligne la plus rapide, la plus directe. Concernant le nucléaire, je l'indique aussi, je ne descendrai pas jusqu'à 50% de part du nucléaire. Parce que, regardez, je ne sais pas quel est votre véhicule, moi je suis en hybride rechargeable. Bien. Ça va s'accélérer. D'ailleurs, l'Europe veut même, à partir de 2035, ce qui est une folie, parce qu'il va y avoir une casse sociale énorme, dire plus de moteur thermique, plus de diesel, plus d'essence. On va avoir besoin de bornes comme jamais on a imaginé en avoir besoin. Et on va diminuer la part du nucléaire? Et on pense que ce sont ces horreurs d'éoliennes qui vont remplacer le nucléaire? Ah non, jamais. Encore une fois, je préfère annoncer la couleur. Très bien. Nous sommes à Marseille, nous sommes dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Je sais que vous connaissez bien le territoire. Quelles sont, à votre avis, les forces et les faiblesses de notre territoire? Un territoire fort, dynamique, qui a envie de continuer à grandir. Quelles sont pour vous les possibilités ici? Ici, il y a avant tout un esprit d'entreprise, envie de faire. Et si je peux me permettre, je crois que Geoffroy Roux de Bézieux le disait, le MEDEF, ici, les Bouches-du-Rhône, c'est le premier. Si je ne me trompe pas, Jean-Luc Chauvin, je crois que c'est le président des présidents pour les chambres de commerce et d'industrie. Donc, bien évidemment, vous êtes une référence. Oui, d'accord, métropolitain. Puis vous aviez même, à un moment donné, le président du tribunal de commerce qui était le président des présidents. C'est vrai. Georges Richel. Donc, très clairement, là-dessus, cet esprit d'entreprise, et c'est pas parce que je vous connais depuis longtemps, c'est un véritable atout. Derrière, vous avez besoin aussi d'être davantage, accompagné. Pas mis sous tutelle, pas infantilisé, accompagné. Les acteurs locaux, il faut leur faire confiance, je le disais. Mais vous avez besoin, ici comme partout, parce qu'il y a Marseille, mais il y a beaucoup de villes qui ont des difficultés. Certains diront pas aussi importantes que Marseille, qu'il faut aider. Et il y a aussi des villes moyennes qu'il faut aider. Et donc, très clairement, je souhaite, avec cette République des territoires, qu'il y ait en plus un projet d'investissement massif. Je veux qu'on investisse. L'investissement, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, c'est du bon. L'investissement, c'est dans les routes. On a absolument besoin de faire. C'est dans le ferroviaire. C'est aussi dans la fibre. Et c'est aussi dans des infrastructures qui parfois ne se voient pas. Si on ne renouvelle pas en profondeur, notamment canalisation, l'eau, l'assainissement, dans 10-20 ans, les collectivités ne pourront pas le faire. Sur tous ces sujets, je veux des investissements en dur dans un pays comme le nôtre. Mais si vous voulez le faire, les discours ne suffiront pas. Il faut que vous changiez les procédures. On ne peut pas mettre 10 ans dans un pays comme le nôtre pour réaliser des grandes infrastructures et de voir, tiens, prenons le Grand Paris, que pour les prochains Jeux Olympiques, on n'aura même pas les voies de transport nécessaires parce que nos procédures sont trop longues. C'est ça aussi qu'il faut casser. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de loi. C'est une question de volonté politique. Pareil pour ici, on n'aura pas la liaison aéroport-ville que l'on souhaite pour ces Jeux Olympiques parce qu'on a pris trop de retard. Mais c'est les procédures qu'il faut changer. C'est les voies de recours qu'il faut limiter. Nous avons des procédures. Prenez, regardez, juste l'appel d'offres. Vous êtes chef d'entreprise, vous décidez de construire un nouveau bâtiment. Mais vous allez aller 3 fois plus vite que mon conseil régional. Et c'est pas que j'avance à la vitesse d'un escargot, c'est qu'on a un frein à main en permanence. Vous avez un frein à main par rapport à vos compétiteurs européens, et moi j'ai un frein à main par rapport au privé. Et ça, vous savez quoi? Ça ne coûterait rien de changer ces procédures. Rien. Si, de céder un peu moins à un lobby idéologue. Vous avez un cheval de bataille, c'est l'impôt, la baisse de production. Expliquez-nous comment vous voulez mettre en place cette baisse d'impôt de production, parce que c'est important ici. Et une deuxième question sur l'impôt, parce que c'est important aussi la fiscalité. Que pensez-vous de l'impôt sur les sociétés à 33%, le ramener à 20-25%, suivant les TPE, PME ou grandes entreprises? Oui, bien sûr, c'est lancé, je respecte, mais pour moi, la priorité des priorités, c'est la baisse des impôts de production. Le phénomène est lancé sur les impôts de société, mais si j'avais été en place, j'aurais été beaucoup plus vite sur la baisse des impôts de production, Philippe. Parce que, disons-le très clairement, l'industrie, on a perdu des parts de marché depuis des années. Et quand il y a un emploi industriel, il y a 3 emplois derrière, 3. Et je vais vous dire que les choses ne sont pas du tout impossibles.
La région des Hauts-de-France est la première région de France depuis 2016 sur les investissements internationaux industriels. Je vous assure, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Business France, Ernst & Young qui l'ont indiqué, on est la première région. 20% l'an dernier des emplois industriels en France ont été créés dans la région des Hauts-de-France. Un changement par rapport aux difficultés qu'on a pu connaître. Pourquoi? 1, on se met en 4. 2, on déroule le tapis rouge, mon contrat d'implantation. 3, je mets beaucoup d'argent sur la table. Et pourquoi je mets beaucoup d'argent sur la table? Pour compenser le fait que nous avons des charges et une fiscalité trop importante. Donc, très clairement, ce que je souhaite, c'est une baisse de moitié des impôts de production, c'est-à-dire un effort 3 fois supérieur à ce qui a été fait par le gouvernement. Parce que si c'est cela, nous allons revenir à la moyenne européenne et on va pouvoir jouer sur nos atouts. La qualité de la main-d'œuvre. La qualité de la main-d'œuvre, il faut la trouver, mais la qualité de la main-d'œuvre. Nos outils de formation, surtout si on continue à les moderniser et surtout si on continue à mettre le paquet sur la recherche et l'innovation. Mais entendons-nous bien, beaucoup nous disent aujourd'hui qu'on va avoir un phénomène de relocalisation industrielle énorme. Je crois plutôt que dans les domaines où nous sommes très bons, c'est là où nous allons continuer à exceller et il faut conforter. Et sur les innovations de rupture, il va falloir également que l'on investisse. Et en prenant un exemple américain, c'est la DARPA, c'est-à-dire une agence sur l'innovation qui prend des risques, qui met de l'argent sur des projets en se disant peut-être qu'ils marcheront, peut-être qu'ils ne marcheront pas. Mais vous savez que le GPS a des fins militaires, c'est la DARPA. Vous savez notamment que les prévisions météo, aujourd'hui, c'est une évidence sur le téléphone, les applications. En 58, c'est la DARPA qui l'a fait, qui l'a lancé. C'est la DARPA qui a permis d'avoir un ordinateur à l'époque, dans les années 60, avec un clavier et une souris, bien avant justement ce qui a été fait par Steve Jobs. Et vous voyez, c'est une agence comme celle-ci qu'il nous faut en France, une agence qui prend des risques, qui dit notamment, M. Mancel, que vous connaissez bien ici, Moderna, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on pense que ça peut marcher, alors on met de l'argent sur votre projet. Et c'est comme ça qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on est aussi la sphère publique, politique, vous savez quoi? Qui prennent des risques, comme un entrepreneur. Et si ça ne marche pas, il faut assumer la sanction, mais si ça marche, ça valait la peine. Vous aviez un peu de politique fiction. Vous avez, alors je ne sais pas si c'est aussi l'effet Bertrand ou l'effet Forum, 42 accréditations presse nationale, internationale ici, présente. On fait de la politique fiction. Vous êtes au 2e tour, donc ce serait déjà une belle performance. Vous répondrez après. Politique fiction, belle performance. Malheureusement, pour vous, vous n'êtes pas élu, et c'est Monsieur le Président Macron qui est réélu. Il n'arrive pas à avoir de majorité ensuite aux législatives, parce qu'il paraîtrait que la problématique au niveau politique de Monsieur Macron, c'est l'implantation dans les territoires. Il vous demande d'être son Premier ministre. Que faites-vous? La réponse est non, et je vais aussi vous dire une chose. Regardez-moi bien. Je suis au 2e tour, je gagnerai cette élection présidentielle, quel que soit celui ou celle qui sera au 2e tour. C'est une conviction profonde. Et certains peuvent se dire, oh là Bertrand, comme vous, chef d'entreprise, vous croyez à votre idée. Vous avez un marché devant vous. Et bien vous y croyez, dur comme fer. C'est pour ça que je suis candidat. Je ne suis pas candidat pour être finaliste. Je suis candidat pour gagner parce que je pense sincèrement que les idées sur lesquelles je travaille depuis des années, avec une méthode qui est la mienne, qui n'est pas une méthode grandes écoles, qui est une méthode terrain, ce que j'ai aussi conforté justement pendant cet été, je pense sincèrement que c'est aujourd'hui ce qui répond le mieux aux aspirations des Français, à ce qu'il faut pour le pays. C'est ma conviction profonde, Philippe. Je ne fais pas ça pour jouer placé. Non, mais c'est tout à votre honneur. Le plan de relance, vous pensez quoi du plan de relance qui a été donné par l'État récemment? Est-ce que vous pensez qu'il va permettre aux entreprises de se redynamiser? Et que pensez-vous aussi de la faiblesse de la capitalisation en fonds propres de certaines entreprises? Et est-ce qu'on peut peut-être aider ces entreprises avec les PGE, les remonter en fonds propres pour avoir des entreprises plus solides et une économie plus forte en France? Au-delà de la crise Covid, on a une insuffisance de fonds propres ou de quasi-fonds propres dans notre pays. Et d'ailleurs, les régions jouent un grand rôle avec des outils de financement. On a réussi, nous, à réunir tous nos outils de financement pour avoir une force de frappe d'1 milliard d'euros dans la région des Hauts-de-France. Et je ne suis pas la plus riche de France. On est la 3e région de France, donc on intervient là-dessus. La question que vous posez, c'est quid des PGE? Le prochain président aura aussi à poser une question de confiance au niveau européen. Nous aurons forcément à revenir sur les critères des 3%, à voir justement comment ils doivent être redéfinis.
On devra forcément également revenir sur la question de la dette, parce que tous les pays ont accumulé de la dette supplémentaire, même si pour la France, on avait déjà 15 points de dette de plus que la moyenne européenne. Mais derrière, sur la question des PGE, transformés en fonds propres, mais qui va rentrer vraiment au capital des sociétés et des PME, comment on fait? Non, la question qui devra se poser au niveau européen, c'est qu'est-ce que l'on fait de la dette? Une dette se rembourse, bien évidemment, mais il faut aussi regarder autre chose. C'est que même avec une dette qui a augmenté, qui est à 117%, la charge de la dette aujourd'hui est inférieure à ce qu'elle était voilà quelques années, parce que les taux d'intérêt ont baissé. Le vrai sujet, c'est qu'il ne faudra pas commencer à se désendetter en 2027, comme je l'ai entendu, vous savez, au calendrier grec, après le prochain mandat. Il faut être sérieux. Si les Français me font confiance, je commencerai le désendettement dès le prochain mandat. Dès le prochain mandat. Parce qu'on a aussi un autre problème. Nous sommes le pays où on prélève le plus et où tout le monde a le sentiment que ce n'est pas efficace, qu'on n'arrive pas à remettre les gens au travail, qu'on n'arrive pas, par son travail, à pouvoir gravir les échelons de la société. Et donc c'est ça qu'il nous faut changer. Beaucoup de gens nous disent « mais où passe cet argent ?» Et vous le savez, vous, avec le niveau de prélèvement qui est le nôtre. Donc encore une fois, sur ces sujets-là, la question des fonds propres, c'est important d'investir dans les entreprises, c'est sûr, mais la question des PGE devra aussi être posée. Est-ce qu'il ne faut pas prolonger encore et encore le remboursement? Mais il faudra faire aussi très attention à ce que les efforts qui ont été faits pendant la crise soient des efforts qui, d'une certaine façon, ne soient pas oubliés et qu'on casse la reprise dans les années qui viennent. Et le plan de relance devra aussi prévoir clairement la transformation des entreprises. Je l'ai dit, transformation numérique, transformation environnementale, transformation des métiers et des formations. Ce sont ça les enjeux qui sont devant nous. Cher Président, cher Xavier, je vais vous laisser la conclusion, mais une dernière question qui me touche beaucoup. On a vécu un confinement terrible qui nous a arrêté l'économie, qui nous a arrêté le monde financier, qui a arrêté tout pendant près de 2 mois. On ne veut plus jamais vivre ça. Que pensez-vous? Si vous aviez été en charge de ça, de la responsabilité, est-ce qu'on aurait confiné notre pays, bloqué toutes les entreprises, bloqué tout le système financier et bloqué tout ce qu'on peut nous créer, c'est-à-dire de la richesse et de la valeur? Tous les pays ont confiné. Et celui qui vous dira « non, honnêtement, on pouvait faire sans confinement », celui-là est un menteur, et méfiez-vous. La question du confinement, c'est que nous avons confiné pour éviter la propagation parce que nous n'avions pas les structures hospitalières suffisantes. Les soignants ont été exceptionnels. Je ne sais pas comment ils tiennent après quasiment 1 an et demi. Je ne sais pas comment ils font. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le rôle du politique, c'est d'avoir un horizon qui dépasse les échéances électorales. C'est d'anticiper. Alors peut-être que pour un ancien assureur, l'idée d'anticiper est quelque chose d'essentiel. Mais vous savez, j'ai été en charge en 2005 du ministère de la Santé et j'ai travaillé avec Jacques Chirac à la mise en place du plan de pandémie. Et d'ailleurs, quand il y a eu la fameuse crise H1N1, Roselyne Bachelot n'a manqué de rien parce qu'on avait du Tamiflu, on avait des masques. Et le rôle du politique, c'est d'anticiper. Le rôle d'un politique, c'est aussi de prévoir les différents scénarios, le rose, le gris ou le noir. Et c'est ça que l'on doit faire. Et on doit aussi se reprocher à ce qu'on faisait à une époque. D'ailleurs, une vision gaullienne, il n'y aura qu'un général de Gaulle dans l'histoire, mais une vision gaullienne, c'est d'anticiper, de se dire que même si son mandat est de 5 ans, on doit imaginer le pays à 10 ans et à 20 ans. Et c'est ça le véritable enjeu. Et encore une fois, vous savez, si les soignants ont pu faire des exploits, parce que les directeurs d'établissement leur ont fait confiance, leur ont laissé repousser les murs, les ont laissés organiser comme il le fallait. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas, dans les années qui viennent, produire, c'est une priorité, former, instruire, orienter, mais aussi soigner. Soigner. Notre système de santé, nous sommes un peu comme en 58. Il nous faut le repenser, pas pour les 5 ans qui viennent, mais pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Vous le voyez, je le disais tout à l'heure, s'engager aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire parce qu'on a un formidable pays. Mais faisons attention à ce qu'à un moment donné, beaucoup des Français les plus engagés ne soient pas découragés, ou plutôt se disent « on va s'occuper de nous, de notre environnement familial, personnel, professionnel, mais dans ces cas-là, on ne fait plus France et on ne fait plus nation ». C'est ça qui va jouer aussi. Xavier, avant de vous laisser conclure en 1 minute, j'ai une question un peu personnelle. Comment on se rêve président de la République? Depuis quand vous rêvez d'être président de la République? Depuis quand cet engagement est arrivé? Et si vous n'arrivez pas, parce que vous avez annoncé, si je perds les Hauts-de-France, j'arrête la politique, est-ce que vous reviendrez avec nous, entrepreneurs?
si vous perdez? Je suis à la tête d'une région et j'ai cette région oui, mais à diriger. Ce matin encore, s'occuper. Tout à l'heure aussi, j'ai des rendez-vous téléphoniques. J'aurai aussi l'occasion de parler à des chefs d'entreprise, pardonnez-moi, hein, qui sont implantés ici, qui cherchent aussi des implantations en dehors de la région, notamment dans le domaine cinématographique. Je vous dis tout, je vous dis tout. Je viens aussi ici pour parler entreprise et pour parler business, comme je l'ai toujours fait. Mais donc, pour vous répondre très franchement, moi, c'est pas à 8 ans que je me suis vu président de la République. Et dans ma chambre, les posters, c'était pas des présidents, c'était Michel Platini, c'était Johan Cruyff. Voilà, c'était eux. En revanche, ça m'est venu après 2007, et je vous dis tout, autour d'une table où il y avait Nicolas Sarkozy, président de la République, quand il y avait des réformes ou des crises. Je lui ai toujours vu le courage à Sarkozy. Mais je me suis dit, si ça n'était pas lui, qui aurait le courage? Et je pense avoir ce courage. Et je pense avoir cette volonté justement de faire. Donc vous le voyez, ça ne m'est pas venu voilà 50 ans, ça ne m'est pas venu voilà 20 ou 30 ans, ça m'est venu à partir de ce moment-là. Très bien. Mais si vous voulez conclure et peut-être laisser un message à notre territoire, à Marseille, à tous les entreprises et entrepreneurs qui sont présents ici. Très sensible à votre invitation. J'aime vous retrouver les uns et les autres. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 1000 fois conscience que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs, et que le rôle du politique, ce ne sont pas des mots, ça correspond exactement à la philosophie qui est la mienne, c'est de vous faire confiance, c'est de vous accompagner, et c'est de créer l'écosystème nécessaire pour que vous puissiez justement être en pointe sur les transformations à venir. Et encore une fois, je fais confiance aux entrepreneurs, et pas seulement parce que j'ai été entrepreneur. Merci sincèrement de votre invitation et de votre attention. Mesdames et messieurs, Xavier Bertrand.